Donc cet exercice-là concerne la décomposition en valeur singulière une matrice. Et on va réaliser l'exercice suivant. Décomposer en valeur singulière les matrices suivantes. Le A égale, d'accord? Et le deuxième cas, A égale une autre chose. Dans ce premier cas, on ne va pas utiliser le processus de Gram-Schmidt. Dans le deuxième cas, on est obligé d'utiliser le processus de Gram-Schmidt. Alors pourquoi? Parce que dans la première matrice qui est égale à ça, si on va la décomposer en A égale la matrice U fois la matrice sigma fois la transposée de la matrice V. Donc la matrice de départ que nous avons, elle contient 2 lignes et 3 colonnes. Donc ici, si on va faire toute décomposition, qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà, le nombre de colonnes ici est 3. Donc si je vais multiplier A fois A transposé, d'accord, donc je vais avoir une matrice de 3 fois 3. C'est pour cela le V est là ici 3, 3. La matrice sigma, pour pouvoir faire cette multiplication, déjà le nombre de colonnes de sigma doit être égal au nombre de lignes de V. Donc ici je dois avoir 3. D'accord? Et ici normalement, la matrice sigma doit avoir 2 lignes. Selon la règle qui dit, il faut visiter la règle mentionnée dans le cours. Et le U, pour pouvoir faire la multiplication avec sigma, je vais avoir combien de colonnes? Je vais avoir 2 colonnes. D'accord? Pour pouvoir faire cette multiplication. Maintenant, pour avoir finalement une matrice A qui est 2 lignes fois 3 colonnes, le nombre de lignes de U doit être égal à 2. Donc c'est pour cela la matrice U à trouver va avoir 2 vecteurs et chaque vecteur est de dimension 2, c'est-à-dire contient 2 valeurs. Pour le U. Pour le V, je vais avoir... Oui, Monsieur, le 2 ici, c'est le nombre de valeurs singulières. Non nul. Si on n'a pas trois valeurs singulières non nulles, comment? Oui, bien sûr, mais attends. Tout tout calcul fait, avant de passer à valeur nulle ou bien non nulle. D'accord? Qu'est-ce que tu vas avoir? Quelles sont les dimensions? Tu vas avoir ces dimensions-là. D'accord? Et nous allons passer par la suite au deuxième exercice et nous allons trouver l'inverse. Nous allons dégager le nombre d'éléments de chaque matrice avant de commencer le calcul. Ça dépend pas, le nombre d'éléments ici, ça dépend pas est-ce que les valeurs propres sont nulles ou non nulles. Alors, et si les étapes à suivre? Bien sûr, pour calculer déjà les éléments singuliers de A, il faut commencer par calculer le A transposé fois A pour trouver le vecteur V. D'accord? Et on a fait normalement la démonstration dans le cours. Donc, pour calculer les éléments singuliers de A, il faut composer par calculer A transposé A qui va nous amener à trouver les vecteurs de V, ou bien qui va nous permettre de trouver la matrice V. Et à partir de V, on peut trouver U. À partir bien sûr de V et sigma, on va trouver U. Donc on va montrer ce process. Donc B qui est égal à A transposé fois A, tout calcul fait, vous allez trouver cette matrice. Ensuite, on va trouver les valeurs propres et vecteurs propres de B. Donc ça c'est simple. Nous avons déjà montré comment calculer les valeurs propres et vecteurs propres d'une matrice pareille. Alors, maintenant pour les valeurs propres vont nous permettre de trouver sigma tel que le sigma, c'est une matrice. Regardez ici, la dimension de la matrice. Parce que j'ai combien de valeurs propres? Combien de valeurs propres? Je vais avoir 3 valeurs propres. Mais dans sigma, j'ai besoin uniquement de 2 lignes. Regardez, 2 lignes. Mais j'ai besoin de 3 colonnes. C'est-à-dire je ne vais pas m'intéresser à mettre ici lambda ou bien sigma 3 dans la diagonale. Je ne vais pas avoir 3 lignes. Je vais avoir uniquement 2 lignes. Donc je vais m'arrêter à sigma 2. D'accord?
Et déjà, vous allez constater que la troisième peut-être le troisième lambda peut être nul normal. Alors, maintenant, si j'ai deux colonnes, parce que la matrice de départ, normalement, c'était uniquement ça. La matrice que je vais avoir, c'était uniquement ça. Mais je dois la compléter par la troisième colonne pour trouver cette forme. Cette troisième colonne se forme des valeurs 0, 0. Ça, c'est pour compléter la matrice sigma. Alors, sachant que sigma 1, c'est la racine carrée de lambda 1 et sigma 2, c'est la racine carrée de lambda 2. Bien sûr, vous êtes capable de trouver les lambda i. Maintenant, la matrice U contient U1 et U2. Elle contient uniquement deux vecteurs. D'accord? Tels que, d'accord? Parce que j'ai lambda 1 et j'ai lambda 2 et j'ai V1 et V2. Donc, je peux calculer U1 et U2 tels que UK égale à 1 sur sigma K, d'accord? Fois A fois VK. D'accord? Donc, si je vais faire une multiplication, regardez, si je vais faire multiplier A, d'accord, par V, par V, je vais multiplier aussi ce côté-là par V, V transposé fois V, parce que V c'est les vecteurs normalement sont unitaires, donc le V fois V transposé égale à 1. Donc je vais avoir U fois sigma, U fois sigma. C'est-à-dire si je vais faire toute décomposition, je vais avoir A, la matrice A, fois V1, d'accord, égale à U1 fois sigma 1. Donc U1 égale à A égale à 1 sur sigma 1, U1 égale à 1 sur sigma 1 fois A V1. Donc ici j'ai marqué pour K égale à 1, 2. Donc A1 égale à 1 sur sigma 1 à V1 et A2 égale à 1 sigma sur sigma 2 à V2. Maintenant, j'ai ces choses-là, c'est-à-dire je peux calculer les valeurs propres, d'accord, les valeurs propres. Donc je peux avoir les trois vecteurs propres, soit pour ça le V1 c'est pour égal à 2, pour la valeur propre égale à 2, parce que je l'ai ordonné, il faut les ordonner du plus grand vers le plus petit. Le deuxième vecteur, vous allez le trouver 0, 0, 1. Et le troisième vecteur, parce que vous avez besoin de trois vecteurs. Regardez, trois vecteurs. Chaque vecteur, il a trois valeurs. La première valeur, la deuxième valeur et la troisième valeur. Donc, j'ai bien trouvé une matrice qui est 3, 3. D'accord? Alors, à partir de lambda 1 et lambda 2, j'ai besoin de sigma 1, sigma 2, dont les valeurs sont la racine carrée de lambda 1 et la racine carrée de lambda 2. J'ai rien à faire avec lambda 3. Alors maintenant, mon sigma, il est ça, mais je vais compléter pour avoir trois colonnes, pour pouvoir faire la multiplication avec cette. Vous voyez, le 3 ici, c'est obligatoire, je dois avoir sigma ayant trois colonnes. Maintenant, j'ai la matrice sigma ayant cette forme. Ensuite, V va avoir V1, V2, V3, donc la matrice V, je l'ai trouvée. Alors maintenant, pour le U égale à U1, U2. Sachant que U1 égale à 1 sur sigma 1 à V1, donc vous êtes capable de faire la multiplication de ces choses-là. Donc vous allez trouver U1 égale à 1, 0, et U2, vous allez trouver 0, 1. Donc vous avez constaté que les calculs ici sont simples à faire, s'il y a des valeurs de départ qui sont particulières, simples. Alors maintenant, la matrice U égale à 1, 0, 0, 1. Donc le A, sa décomposition singulière égale à la matrice U fois la matrice sigma et fois la matrice V. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décomposé la matrice A en éléments singuliers. Alors, le deuxième exercice qui nécessite le processus de Gram-Schmidt. Qu'est-ce que je vais faire? Déjà, dans le départ, qu'est-ce que vous allez constater? On a une matrice de départ 3 fois 2, 3, 2. Donc, si je termine par le V, c'est-à-dire la matrice transposée,
je vais avoir deux colonnes, deux lignes. Donc ici, combien de valeurs propres vous allez trouver? Vous allez trouver deux valeurs propres. Donc, j'ai deux vecteurs propres associés et qui justifient bien la dimension de la matrice V. Donc la matrice V égale à 2, 2. Donc ici, forcément, vous allez avoir ici deux choses. Vous allez avoir deux colonnes dans la matrice sigma. Et bien sûr, le nombre de lignes, le nombre de lignes de la matrice sigma correspond au nombre de lignes de la matrice de départ. Donc ici aussi dans la matrice U, pour assurer la multiplication, je dois avoir ici un 3. Le nombre de colonnes de la première matrice égale au nombre des lignes de la deuxième matrice. Tout calcul fait, vous allez constater après ces multiplications, je vais garder que ma matrice A a une dimension 3, 2. Ici, 3, 2. Donc la matrice U doit avoir trois vecteurs propres. Plutôt trois vecteurs. La matrice U doit avoir trois vecteurs, ou bien chaque vecteur a trois valeurs. Autrement dit, la matrice U doit avoir trois, je dois trouver U1, U2 et U3. Donc, puisque le V me permet uniquement de trouver deux vecteurs, donc je suis incapable, regardez ici, de calculer tous les UK. Je suis capable de calculer le U1 parce que j'ai le V1. Je suis capable de calculer le U2 parce que j'ai le V2, mais je ne suis pas capable de calculer le U3 parce que je n'ai pas le V3. Donc à ce moment-là, pour trouver U3, il faut utiliser le process de Gram-Schmidt. Donc le process de Gram-Schmidt, c'est un process qu'on va découvrir tout de suite. Je reviens vers la matrice sigma. Regardez ici, ce sont les valeurs propres qui ont donné ces valeurs singulières, normalement qui est 2 fois 2, qui est équivalente à B. Par contre, il faut compléter la matrice sigma par une ligne particulière pour correspondre à trois lignes. C'est-à-dire, la matrice sigma doit avoir 3. Donc cette troisième ligne, elle va contenir des valeurs 0, 0. Donc maintenant, on va découvrir qu'est-ce que ça veut dire un process Gram-Schmidt. Donc dans le process Gram-Schmidt, bien sûr, jusqu'à présent, on a toutes ces choses-là. Et je peux calculer le U1 comme tout à l'heure, qui est égal à 1 sur sigma 1 fois AV1. Donc je vais tout calculer, je vais trouver U1. La même chose pour U2, je peux trouver U2. Par contre, pour U3, il faut utiliser le process de Gram-Schmidt. Qu'est-ce que ça veut dire le process de Gram-Schmidt? Alors, il faut considérer que U1, U2 et U3, c'est une base orthonormée. C'est-à-dire, les U1 et U2, U3 sont unitaires d'une part, d'autre part, ils sont orthogonaux 2 à 2. Donc, je vais me baser sur cette propriété-là pour découvrir qu'est-ce que ça veut dire le U3. Alors, c'est pour cela on va prendre un vecteur arbitraire. On peut prendre ici, par exemple, un vecteur E3, d'accord, qui va nous permettre de trouver le E3. Ce E3, là, on va le considérer comme quoi? C'est un vecteur déjà unitaire et qui peut, d'accord, être orthogonal aux autres vecteurs. Alors, le E3, il est égal à 0, 0, 1. Donc ça, c'est nécessaire pour le prendre, d'accord, pour faire le reste de calcul. Donc soit on prend E3 égal à 0, 0, 1, mais moi, sincèrement, j'ai pas essayé avec E2, d'accord? La documentation dit comme quoi vous pouvez même trouver E2, même prendre E2 qui est égal à 0, 1, 0. Ça, je vous laisse la main pour le tester et normalement, vous devez trouver le même résultat. Par contre, moi, dans les calculs, j'ai pris le vecteur 0, 0, 1. Alors, à partir de E3, qu'est-ce qu'on va faire? Trouver E'3 de manière à ce que U'3, c'est une combinaison linéaire des vecteurs précédents de la base, à savoir U1 et U2, et aussi E3. C'est-à-dire I'3 va être égal à E3 plus A fois U1, ça c'est un scalaire, le A c'est un scalaire, et le B c'est un scalaire. Donc, E3 plus A fois U1 plus B fois U2. Alors, maintenant, le U3 qu'on va trouver doit être
unitaire, c'est-à-dire sa norme égale à 1. Et on va considérer le U3 et les collinéaires avec U'3. D'accord? C'est-à-dire le U3, le U3, le U'3 et les collinéaires avec U3, qui est unitaire. Ça, c'est U'3. D'accord? Alors, si U3 et U'3 sont collinéaires, sachant que le U1, U2, U3 c'est une base, c'est-à-dire si vous allez prendre par exemple U1, c'est-à-dire le produit scalaire de U1 fois U'3 égale à 0. Et le produit scalaire de U, ça c'est à 3D, d'accord? Le produit scalaire aussi de U2 fois U'3 égale à 0. D'accord? Ici, normalement, c'est 2. D'accord? Ici, c'est 2. U3 et U2 sont collinéaires, donc on aura U'3 produit scalaire U1 égale à 0 et U'3 produit scalaire U2 égale à 0. Bien sûr, U'3 n'est pas forcément orthonormé. Il peut être orthonormé une fois trouvé le U'3. Parce qu'on va commencer par trouver U'3. Il se peut qu'il est normé, mais ce n'est pas obligatoire. Donc le U'3 n'est pas forcément normé, mais U3 doit être normé. C'est-à-dire U3, c'est tout simplement U3 égale à quoi? Égale à U'3 sur la norme de U'3. Autrement dit, U3, ce n'est que U'3 normalisé. Donc ça, c'est le process, ça c'est l'algorithme. Je résume, prendre un vecteur arbitraire, 0, 0, 1, trouver un vecteur U', d'accord, tel que U' égale à ça, U3 plus A U1 plus B U2. Et ensuite considérer ces choses-là, c'est-à-dire le U'3 fois U1 égale à 0, le U'3 fois U2 égale à 0, et vous allez normaliser après avoir trouvé le U'3. Alors, trouver le U'3 revient à trouver les coefficients A et B. Si je trouve A et je trouve B, automatiquement je peux trouver U'3. Alors, comment trouver ces choses-là? Je commence par le A. Je vais commencer par le A. Donc, on a le produit scalaire de U1 U'3 égale à 0, puisque normalement, le U1 et U3 égale à 0 et U3 est collinéaire avec U'3, donc U1, produit scalaire U1 et U'3 égale à 0. Parce que U1, U2 et U3 constituent une base orthonormée. Et U'3 et U3 sont collinéaires, voilà. Donc, autrement dit, si je vais remplacer U'3 par sa valeur, je vais avoir le produit scalaire de U1 avec E3 plus AU1 plus BI2 égale à 0. Autrement dit, qu'est-ce que je vais avoir? U1, le produit scalaire de ça par ça et de ça par ça, plus ça, plus le produit scalaire aussi de troisième terme, comme si ici j'ai des termes. Donc je vais avoir le produit scalaire de U1 E3 plus A, d'accord, c'est un scalaire, le produit scalaire de U1 U1 plus B, le produit scalaire U1 U2. Ici, c'est clair que ce produit scalaire est déjà égal à 0. D'accord? Pourquoi? Parce que U1 et U2 sont orthogonales. Donc je passe, il me reste quoi? Il me reste U1, le produit scalaire U1 E3 plus A. Pourquoi plus A? Parce que ça c'est normé. Donc le produit scalaire de U1 fois U1 égale à 1. Donc autrement dit, je vais avoir A fois 1 qui est A. Donc le A finalement égale à quoi? Égale à moins le produit scalaire de U1 fois E3. Je connais U1, je connais E3, donc je peux calculer le A. D'accord? Donc je vais calculer le produit scalaire de U1 fois 3 qui va donner 1 sur racine 6. Et bien sûr maintenant le A égale à moins 1 sur racine 6. La même chose pour B. Pour B, je vais faire le produit scalaire de U2 fois U'3 qui est égal à 0 car j'ai la justification et maintenant je vais faire les remplacements nécessaires
et j'ai le produit scalaire de U 2 fois et 1 égale à 0. Maintenant, je vais annuler ce terme-là pour garder le B et cette partie-là qui est égale à 1. Donc, la même chose. Donc, le B égale à moins le produit scalaire de U 2 fois U3. Donc, finalement, je peux calculer cette partie-là qui va donner lieu à ça, 1 sur racine 2. Donc, je peux trouver que le B égale à moins 1 sur racine de 2. Autrement dit, j'ai trouvé les paramètres ou bien les coefficients A et B, donc je peux calculer U'3. Donc U'3, ce n'est qu'un simple calcul. Et finalement, tout calcul fait, je trouvais ce résultat-là. D'accord? C'est-à-dire, j'ai trouvé U'3. Et je vais vérifier, est-ce que le U'3 est normé, c'est-à-dire x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré, est-ce qu'elle est égale à 1? Non, elle est différente de 1, donc U'3 n'est pas normé, donc il faut la normaliser. Il faut calculer sa norme. D'accord? Il faut calculer sa norme pour trouver le U3. Donc j'ai le U'3 égale à ça. Donc la norme égale à racine 3 sur 3. D'accord? Et le U3 maintenant égale à quoi? Égale ces choses-là. D'accord? Le moins 1 sur 3 sur racine 3 sur 3. Tu vas trouver quoi? Moins 1 sur racine 3. Donc tout remplacement et calcul fait, vous allez trouver U3. Donc finalement, nous avons trouvé quoi? Nous avons trouvé V, qui est une matrice 2 fois 2. Nous avons trouvé sigma et nous avons trouvé le U. D'accord? Donc ça, finalement, c'est le calcul d'une la décomposition en éléments singuliers d'une matrice. D'accord? Et voilà. Si vous allez faire, bien sûr, si vous allez faire les, les calculs avec Python, d'accord? Les calculs avec Python, peut-être je l'ai déjà préparé ici. Alors, alors on a la matrice de départ qui a la matrice de départ qui a 1, 1, 1, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ça, c'est la matrice, la première question, et ça, c'est la deuxième question. Donc, si je vais exécuter ces résultats-là, en utilisant la bibliothèque SVD, regardez SVD, qui appartient au package NumPy de Linear Algebra, d'accord? Je vais recevoir USV, U représente la matrice U, S représente la matrice sigma et V représente la matrice V. Tel que U égale à ISV0, parce que ici il va retourner trois choses. USV, c'est-à-dire l'indice 0 pour U, l'indice 1 pour S et l'indice 2 pour V. Donc je vais avoir ces résultats-là et je peux les imprimer directement. Je peux imprimer U, je peux imprimer S, je peux imprimer P, V plutôt. Donc vous regardez bien que ça correspond exactement à mes résultats. C'est-à-dire cette colonne-là, cette colonne, c'est moins 8, moins 4, c'est mon premier U1. D'accord? Moins, moins, moins. Et peut-être, voilà, ici, c'est vrai, dans le calcul, j'ai moins, moi, j'ai toutes les choses positives ici. La première colonne, les choses sont positives. C'est la même chose. Par contre, si j'ai eu ici, c'est-à-dire fois une variable, fois un coefficient. Par contre, si j'avais ici un moins, et dans le résultat obtenu avec Python, il il y a 3 moins, à ce moment-là, certainement, j'ai une erreur. Autrement dit, c'est-à-dire U1, pour moi, il peut être égal à n'importe quel, par exemple, alpha fois c'est-à-dire même alpha fois U1, c'est une composante. D'accord? Autrement dit, le alpha ici égale à moins 1. Alors, je vais vérifier est-ce que les valeurs sont correspondantes, c'est-à-dire 2 sur racine 6. Regardez, si je vais mettre 2 sur racine 6, voilà 2. Si je vais mettre 2, attendez. Si je vais mettre 2 sur racine 6, voilà, je vais mettre 2 sur racine 6. C'est quoi la valeur que je vais trouver? 0,816. Et c'est bien 0,816 ici. Parce que fois 10 à la puissance moins 1, c'est bien 0,816. Si je vais prendre 1 sur racine 6, d'accord? C'est 0,408. C'est bien cette valeur-là. Donc j'ai le même résultat. Donc vous, si vous allez vous entraîner sur des exercices,
Donc vous allez prendre n'importe quelle matrice, vous allez utiliser la bibliothèque SVD pour trouver le U, le S et le V, et vous allez trouver les résultats et vous pouvez faire votre propre process pour les trouver manuellement.